Hello à tous, ici Claire Laplace. Je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre des talents du nord de la France. Je suis persuadée que le succès et l'engagement se construisent partout, et c'est cette conviction que je veux partager avec vous. Comme à chaque fois, si vous aimez ce travail, dites-le moi sur Apple Podcast, en attribuant à La Boussole une note 5 étoiles et en laissant un commentaire. Je débute avec l'épisode du jour, 2 nouveautés dans le podcast. Les enregistrements à distance et l'invitation une fois par mois d'une ou d'un invité hors du Nord qui s'engage dans l'économie circulaire et ou dans le changement de nos modes de consommation. J'espère que ces épisodes vous plairont. Je suis donc ravie de partager avec vous la conversation que j'ai eu le plaisir d'enregistrer avec Olivier Ciaravino, fondateur de The Fair Sport, marque de vêtements de running et fitness conçue avec 98% de fibres recyclées. Olivier nous raconte son parcours professionnel riche et intense, que ce soit en tant que directeur France de la marque Giant ou pour Bollé et CB. Il nous parle aussi de la façon dont son désir d'entreprendre est né et pourquoi il a choisi à un moment de sauter le pas. Olivier se livre sans filtre sur sa nouvelle vie d'entrepreneur et les défis auxquels il est confronté. Avec Olivier, nous avons parlé de passion, de consommation responsable, de la nécessité d'adjoindre du sens à l'action et d'ambition. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode le lien vers The Fair Sport, ainsi que toutes les personnes et ouvrages cités pendant notre conversation. En cette période de fête, et pour avoir moi-même offert les produits The Fair Sport à mon entourage, je ne peux que vous conseiller de les offrir aux sportifs autour de vous. La qualité des matières et de la coupe est irréprochable. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Olivier. Bonjour Claire. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation dans La Boussole. Alors Olivier, donc toi tu es sur Paris, donc tu es mon premier invité en délocalisé. Et je suis ravie. On s'est contacté via LinkedIn suite à l'épisode que j'avais enregistré avec Martin Brevard de Le Mailleux. Exact. Voilà. Et donc je suis très contente que tu m'aies contacté parce qu'après j'ai regardé ton parcours. Toutes tes années d'expérience dans le milieu du sport et puis le fait que tu aies voulu créer une entreprise qui s'appelle The Fair Sport qui propose finalement de l'équipement sportif différent et avec des valeurs que je trouve super intéressantes. Donc je suis ravie de pouvoir échanger avec toi. Moi aussi, et merci de m'avoir invité. Je t'en prie. Si tu es d'accord, on va reparler ensemble de ton parcours. Donc toi, tu as un profil plutôt école de commerce. Donc tu as fait l'EM Lyon parce que tu étais lyonnais ou parce que c'est après ta classe prépa, c'est là que c'est Lyon qui t'a appelé? Ouais, c'est ça. Non, je suis de Marseille en fait. D'accord. Et OK. donc j'ai fait une prépa à Paris et j'ai eu la chance de pouvoir accéder à l'EM Lyon. Et donc je me suis retrouvé à Lyon, voilà, parce que c'était la meilleure des écoles que j'avais eues et qu'elle m'attirait. Donc j'y suis allé. Ouais, super. Et donc à la sortie de l'EM Lyon, tu commences directement dans l'industrie du sport ou t'as d'autres expériences avant ça? Alors ce qui est juste intéressant pour revenir un tout petit peu en arrière, c'est que Oui. Mes parents sont médecins et enfin mon père médecin et ma mère sage-femme et j'ai connu le milieu de l'entreprise et ce qu'était une entreprise que tard finalement. Donc je le prends comme une force parce que je suis arrivé en école de commerce avec aucun a priori sur ce que c'était, mais aussi aucune préformation à ce que je trouverais. Et donc en revanche, j'avais fait beaucoup de sport parce que j'avais fait 4 ans de sport-études de tennis quand j'étais adolescent et j'avais un projet de vraiment travailler pour les produits sportifs après mes études. Donc voilà, pour répondre à ta question, le sport était un vrai projet d'avant l'école et l'école m'a donné les moyens de définir un métier qui pourrait aller avec cette passion. D'accord. Je trouve c'est intéressant ce que tu dis sur tes parents parce que tu vois moi ma maman est assistante sociale et mon père est prof de français. Et donc c'est vrai que quand tu rentres en école de commerce et que tu as des parents qui étaient pas du tout dans
dans ces milieux-là, eh bien, je trouve que t'abordes les choses un peu différemment, quoi. Enfin, t'as pas d'idées préconçues sur ce que c'est Exactement. le monde de l'entreprise, voilà, qu'est-ce qu'on attend, comment. Enfin, t'es finalement peut-être un peu plus libre Oui, ouais. voilà. De la voix aussi que tu peux t'imaginer après, etc., etc. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et donc, du coup, le sport, ta passion, le tennis, tu fais des compétitions? Ouais, je faisais des compétitions alors jusqu'à l'âge de 15 ans, beaucoup, beaucoup. Après un peu moins, parce que j'ai commencé à avoir des résultats scolaires un peu en dents de scie, Ouais. et donc mes parents m'ont vite recentré, parce qu'ils avaient raison sur quand même le fait de conduire des études correctes et assidues. Donc j'ai continué le tennis, mais de manière moins compétitive. Et en fait, Ouais. après cette période de tennis, on va dire à 18 ans, j'ai commencé à faire du vélo, du triathlon, de la course à pied. On en reparlera après, mais c'est aussi le lien depuis cette époque avec ce que je fais maintenant. Et donc après mes études, donc je suis quand même encore de la génération qui ait fait son service militaire. Donc, j'ai Ouais. fait 1 an de service militaire à la fin de l'UM Lyon, qui m'a permis quand même j'ai passé une super année, et de prendre du recul, de faire beaucoup de sport, etc. Et après cette année-là, je suis rentré comme responsable marketing d'une filiale de 15 personnes en France, pour le plus grand fabricant de vélos dans le monde, qui est Giant, si Ouais. tu connais la marque, Oui, oui, oui. et dont le siège était à Saint-Denis, en région parisienne à l'époque. Et voilà, donc j'ai tout de suite fait le saut vers un poste dans le sport, alors en marketing très opérationnel, organisation de salons, relations presse. Voilà, je faisais un peu tout parce qu'on n'était pas beaucoup, Ouais. mais ça m'a fait vite grandir dans le job, quoi. Ouais, et puis du coup, t'as fait rapidement un saut dans ce service-là, quoi. Finalement, Ouais, t'as pris des exactement. Ouais. responsabilités assez vite. Mais en fait, je dis souvent quand je parle, alors c'est l'avantage de pouvoir parler de 20 ans derrière moi, parce que voilà, j'ai de quoi raconter, mais il y a eu vraiment un moment clé et qui a déterminé beaucoup de la suite. C'est justement 2 ans après être rentré, on m'a proposé, le DG France est parti, on m'a proposé le poste, alors que j'étais manifestement pas prêt pour ça, mais mon patron hollandais à l'époque, qui était basé en Hollande, président Europe de Giant, avait confiance en moi et pensait que j'allais pouvoir m'adapter. Et donc Ouais. j'étais vraiment lancé dans le bain, et c'est aussi une expérience de vie. Alors c'est pas l'entrepreneuriat, mais c'est comment pédaler, nager quand on sait pas nager, quoi. Voilà. Bah oui. Euh, et Mais donc quand on est jeune comme ça, c'est quand même un super défi. Enfin, ouais. c'est quand même ouais, un peu de Parfois, la pression, j'imagine aussi. ouais, de la pression. Parfois, je me dis qu'avec le recul, lui a pris un risque et moi j'ai eu une opportunité quelque part, parce que c'est un peu ça. Mais oui, c'était dur, surtout au niveau humain, en fait, parce que on se fait toute une montagne aussi presque de la partie technique, entre guillemets, des métiers, ou gestion ou autre. Mais là, c'était une filiale de distribution, hein, donc c'était vraiment importer, stocker des vélos et les revendre à des magasins, avec le marketing autour qui va avec. Mais c'est plus le côté humain, c'est-à-dire comment être crédible vis-à-vis de ses équipes, comment les Mmh. motiver, et ça, sans expérience, c'est dur, quoi. Voilà. Ouais. Donc j'ai fait plein d'erreurs, mais en 2 ans, j'ai sûrement fait une période ultra ultra intense, qui m'a permis de capitaliser aussi pour la suite. Oui, ça t'a fait une courbe d'expérience assez raide, Ouais, ouais. mais, euh, mais hyper importante pour la suite. Et donc après, tu quittes Giant et tu rejoins le Hammer Sport, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors j'ai fait donc 6 ans, à peu près 6 ans, ce job de Ouais. DG France, et après alors c'est un peu le paradoxe de ce genre de situation, c'est que j'avais vraiment beaucoup grandi et j'avais acquis beaucoup d'expérience, mais j'avais que 32 ans, et je ne voulais pas automatiquement continuer, m'enfermer dans ce job-là trop longtemps. Et donc une des possibilités, c'était de prendre un rôle un peu plus large, et surtout avec plus d'enjeux de marques différentes. Et Mmh. donc effectivement, Hammer Sport, qui avait un portefeuille de marques, qui a toujours un portefeuille de marques, Ouais. dont Wilson, Salomon depuis, Suunto, Atomic, etc. En fait, ouais, le job qui s'est ouvert à moi, c'est un peu le même job que Giant, mais avec 3 fois plus d'équipes, 3 fois plus de chiffre d'affaires, etc., etc. Et Ouais. voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Super. Et après, du coup, tu t'es
tu t'es aussi occupé de toute la partie Moyen-Orient, Russie, etc. C'est ça, Oui. t'as été. Alors en fait, pour être très transparent sur ce qui s'est passé, Ouais. c'est qu'en fait, Ok. après 6-8 mois d'Hammer Sport, le groupe a racheté Salomon. Ouais. Et en fait, comme Salomon est très 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 gros en France, ça, voilà, assez vite, il y a eu une réorganisation, une fusion des entités. Et moi, je Mm. dirigeais la partie pré-Salomon, on va dire, d'Hammer Sport. Ouais. Et donc en fait, mon rôle de DG France est devenu un peu inutile, hein, concrètement. Donc j'étais inclus dans une organisation qui était leadée par Salomon. Et, Oui. et en fait, ça correspondait plus au rôle, hein, de chef de filiale entre guillemets qui me plaisait et qui m'avait attiré chez Hammer Sport. Donc on a vite conclu que c'était pas un job qui conviendrait à la boîte et qui me conviendrait à moi. Et j'ai pris un poste qui était supposé transitoire de développement en Middle East, mais surtout en Russie, où en fait Mm. le groupe avait voulait sortir d'Adidas parce que Salomon avait été racheté Adidas et qu'il fallait intégrer Ouais. Salomon à la structure préexistante d'Hammersport. Et donc j'ai travaillé sur D'accord. ce projet-là. Suite à ça, il y a eu un très mauvais hiver et tous les gens qui travaillent dans le ski savent que ouais, la santé d'une entreprise de ski, les années où les hivers sont pas bons, est pas mal C'est très impactée. compliqué. Et donc il n'y a pas eu trop de postes qui pouvaient m'intéresser. Et voilà, je suis plus patient qu'avant, mais j'étais peut-être pas très patient à l'époque. Et comme j'étais jeune, je me suis dit voilà, faut chercher autre chose. Et voilà, je suis parti assez plus vite que prévu en fait. D'accord. Et du coup, après, Bushnell, avec les marques la Bollé, CB, etc., là, tu fais presque 4 ans, finalement. Ouais, alors j'ai fait 8 ans en tout, parce Ouais. que il y a eu deux parties, mais surtout, ce qui est important, c'est que ça a été un deuxième. On parlait des milestones, enfin des moments clés dans la carrière. Il y a eu Mm. le passage DG France Giant, mais il y a eu aussi là Ouais. ce passage sur la responsabilité d'une division incluant les produits et la marque, ce que j'avais pas fait jusqu'à ce moment-là. Donc là, j'étais en Mhm. charge d'une verticale du groupe sur tout ce qui est protection de l'œil et de la tête. D'accord. Donc Bollé, CB, effectivement, il y avait aussi une partie de protection industrielle avec Bollé. Et là, j'ai découvert toute la logique de stratégie produit, de création de campagne de marque, de positionnement de marque, etc. Pour le monde, puisque c'était une responsabilité mondiale. Et donc ça a été un développement d'un nouvel aspect de mon expérience. Mhm. Et je suis resté voilà 8 ans aussi après. D'accord. Après rachat, etc. Enfin, c'est pas trop Oui, intéressant oui, là, mais après. c'était devenu compliqué au niveau actionnariat et voilà et gouvernance, etc. Ouais, ouais. Et puis, du coup, moi, j'ai la sensation qu'après cette expérience-là, donc qui se termine en juillet 2016, Mhm. que ben, ton projet a commencé à te travailler, non? Oui, exactement. Ou ouais. T'as bien vu sans avoir échangé avant. T'as bien analysé. En fait, oui, je me posais des questions. Il y a eu une période avant que je parte de chez Bollé CB où je me posais beaucoup de questions sur la suite. Et effectivement, le fait d'avoir été pris dans des problématiques assez compliquées, politiques, etc., de nouveaux actionnaires et de Mm. gouvernance m'a fait aussi me poser la question de me dire est-ce que l'entrepreneuriat peut pas être une solution? Donc ça a commencé à voilà, les graines étaient plantées à ce moment-là. Ouais. Donc je passe sur les deux autres expériences que j'ai faites après parce que elles sont plus anecdotiques dans mon parcours, même s'il y a eu 2 ans de vie à Londres qui, à titre personnel et culturel et expérience, ont été super parce on a vraiment adoré vivre à Londres. Ouais. Mais professionnellement, ça sans plus. Et pendant ces 2 ans-là, j'ai vraiment avancé pour après retour en France, me dire que c'était le moment de De te passer à l'acte, ouais, lancer. de passer à l'acte. Et comment te vient, l'idée? Bon, après, on va dire que ce qui touche au sport, bon, ça m'étonne pas trop, vu ton parcours. Mais enfin, comment, enfin, qui tu rencontres, comment tu réfléchis? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est quoi ton déclic? Mmh. Alors, je vais pas te raconter l'histoire du matin où je me suis réveillé, où je me suis dit: «Ça y est, je vais devenir entrepreneur». Donc ça s'est pas passé comme ça. Bah, Ouais. c'est pas très fun, mais ça a été plutôt sur, déjà même des années, où j'ai mûri. Alors, j'avais fait option entrepreneuriat, j'avais fait marketing et entrepreneurship à l'EM Lyon. Donc, il y a quand même D'accord. des racines, hein, au départ qui me titillaient. Enfin, j'étais intéressé partir de la page blanche. Et en fait, ce qui a déclenché, c'est vraiment plus, hem
le mauvais côté des postes que j'ai pu avoir, c'est-à-dire que j'ai été très tôt en gestion de budget, de filiales, etc. Et cette logique de chaque année refaire un budget avec des croissances un petit peu automatiques, dont on se posait même pas la question de la légitimité. Voilà, les fameux X% chaque année, alors qu'on n'avait pas de nouveautés parfois, mais qu'il fallait simplement grossir parce que toute boîte grossit. Ça a été vraiment en filigrane ce qui a à un moment donné est devenu un peu une indigestion professionnelle, c'est-à-dire que je trouvais que ça avait plus de sens de répéter ce schéma-là, et j'étais lassé, très concrètement, j'étais lassé de rentrer dans des process budgétaires. En plus, je mets de côté le côté politique et difficulté parfois des décisions, etc. et lenteur des décisions. Mais et donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est vraiment plus lié au sujet qui a fait, enfin, qui est au cœur de The First Sport, c'est faire un peu différemment. C'est que lié à ce côté, on doit toujours être en croissance, etc. On arrivait à des espèces d'absurdités de lancer des produits qui étaient pas nécessaires, ou de démultiplier des produits qui marchaient bien parce qu'ils marchaient bien, et que donc on créait des espèces de sous-besoins qui étaient vraiment accessoires. Et je me suis dit, j'ai plus envie, j'espère dans les 20 prochaines années de travail, de travailler pour de créer de la valeur non essentielle, quoi. Voilà. Et lié à ça, je pense que c'est une application de cet aspect-là, c'est le côté éco-responsable. Et c'est vrai que d'un point de vue pur business, je me suis dit clairement que, et je le pense toujours, c'est que pour moi, il est quasi impossible de devenir une société et une marque 100% éco-responsable quand on a atteint un niveau élevé, une taille élevée dans l'ancien modèle. Parce que ça, on peut-être pas rentrer dans les détails, mais quelque part, en termes de coûts, de structure, de rentabilité, d'attente des actionnaires, ça devient c'est quasi impossible de changer de structure. C'est-à-dire qu'on peut pas, si on a fabriqué à un prix X des centaines de milliers de produits, voire 2 millions de produits en Asie, on peut pas même en 2 ans ou en 5 ans tout rapatrier en France ou en Europe et faire la même rentabilité, pas augmenter ses prix et virer personne. Ouais, non, mais c'est sûr. Je pense que les grandes boîtes, elles peuvent évoluer à la marge. Enfin, faire des gammes de produits, par exemple, voilà, c'est bien. Et c'est ouais, tout à fait. Mais de là à tout changer complètement, je pense que je rejoins là-dessus que des sociétés à taille plus humaine sont plus agiles et sont plus capables de faire vraiment leur révolution, quoi. Et Non, notamment quand tu débutes comme toi, c'est ça. Enfin, c'est le moment de mettre les bases qui font que ta boîte elle est éco-responsable, elle propose quelque chose de différent, quoi. Exactement. Non, c'est vraiment ça. Et je disais, et encore une fois, on me pose parfois la question, t'es devenu entrepreneur parce que le monde, ton monde d'avant, tu ne supportais plus, etc. Et voilà, je le dis de manière très transparente, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à travailler mes premières 20 années de travail. Enfin, il y a pas de, j'ai rencontré des gens extraordinaires, je me suis développé, etc. C'est juste qu'à un moment donné, les circonstances du monde et aussi ma maturation à moi en tant qu'individu a fait que c'était plus le paradigme dans lequel je voulais évoluer, et que je pensais qu'on pouvait faire différemment, et que ça m'apporterait plus par rapport à ce que j'attends de créer ma marque et ma société. Ouais. Et donc ton idée, et après comment tu crées les produits, parce que toi c'était ok, tu avais été dans des divisions marketing, enfin tu avais dirigé, on va dire, des grosses équipes, donc tu avais tout cet aspect, on va dire, managérial et produit, mais après comment le design d'un produit, la conception, la fabrication, enfin comment tu gères tout ça? Alors déjà en tant que, même plus en tant que pratiquant et pratiquant de sport, j'ai toujours été très intéressé par les produits. J'ai toujours un peu coupé les cheveux en quatre sur la façon dont ils étaient conçus, quels avantages ils avaient par rapport aux autres. Et donc j'avais déjà cette culture personnelle là, en plus de celle que j'ai acquise
professionnel qui était là. Donc c'était un atout. Mais évidemment, je suis pas styliste et je me suis pas improvisé styliste. Donc en fait, dès le départ, je me suis entouré pour cette fonction-là en particulier d'une styliste que j'ai pour tout dire que j'ai trouvé sur LinkedIn en cherchant, en creusant. On a failli pas commencer parce que je pensais qu'il y avait certaines cases qu'elle cochait pas et en fait on a creusé et ça se passe super bien. Et donc ouais, pour répondre à ta question, évidemment je me fais accompagner par une professionnelle du style et du design pour bien taper juste sur les créations des premiers produits de ceux que je suis en train de développer maintenant. Ouais. Et après sur l'aspect fabrication, parce qu'en fait, les produits que tu proposes, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé, mais la matière est quand même, c'est quand même quelque chose d'assez spécifique. Donc comment t'as été chercher des ateliers qui te fabriquent ta matière? Ouais, en fait ça a été très basique et simple. C'est que j'ai commencé à travailler un peu sur le style et puis avec ma styliste en amont. Moi je me suis aussi pendant 6 mois j'ai écouté plein de formations, de podcasts, de MOOC, etc. sur le textile et sur les matières et pour me faire une vraie culture de fond parce que et mise à jour aussi. Et en fait après très concrètement j'ai pris mon sac à dos, c'est une image, mais je suis parti au Portugal, en Italie. C'était juste avant le premier confinement, donc en janvier février. Je suis parti 10 jours et j'ai visité, j'avais pris des rendez-vous en amont, creusé un peu les usines qui me paraissaient intéressantes par rapport à ce que je cherchais, et je les ai rencontrés, j'ai posé mes questions, expliqué ce que je voulais faire, et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ouais, mais c'est super parce que pour les gens qui connaissent pas encore ta marque, le fil, il est issu en fait de récupération de déchets, de bouteilles plastiques dans les océans et les mers. Oui. Et donc, c'est dans une vraie démarche d'économie circulaire, quoi. Oui, complètement. Et d'ailleurs, c'était complètement mon briefing, même en amont de mon voyage. J'ai vraiment essayé de creuser et de poser des questions aux usines sur leur approche par rapport à ces questions-là. Et évidemment, j'en ai éliminé parce qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'on croit, qui sont encore pas du tout au fait de ça. Et ça a été un premier étonnement. C'est-à-dire que nous deux, je pense qu'on est vraiment dans ce milieu-là, et on a l'impression que tout le monde est alerté par ces questions, mais en fait il y a encore beaucoup d'industriels même en Europe qui se posent pas trop de questions. Donc j'ai déjà présélectionné comme ça, et celles qui étaient présélectionnées nécessairement avaient déjà creusé des filières d'approvisionnement, puisque là j'étais allé voir les confectionneurs principalement qui m'ont donc aidé à rencontrer après des fabricants de tissus ou de fils, mais ils avaient déjà mis en place une supply chain qui plus vertueuse et qui correspondait au projet de la marque. Donc ça a facilité la mise en place du process, quoi. Et donc là, tu fais produire. Donc il y a une campagne de crowdfunding qui s'est tenue là en septembre, c'est ça? Ouais, j'ai livré en septembre. Ouais. En fait, elle a été en juillet. Alors ça a été assez incroyable, hein. Il y a eu plein d'expériences savoureuses à raconter, mais en fait, comme évidemment il y avait le confinement, Mais oui. j'ai pris un peu de retard, et que c'était en plus le début, donc ça c'est aussi quand on est tout nouveau avec une usine, là, on se connaît pas tous les deux déjà, et en plus de ça on représente rien, parce qu'on a encore rien acheté, etc. Donc c'est toujours un peu plus difficile d'exiger un timing ou autre. Mais là il y avait en plus la Covid, donc on a pris un peu de retard, et j'ai décidé un peu en dernière date de lancer la campagne en juillet, parce qu'après août c'était assez mort, de produits été, parce que c'était les produits qui devaient être livrés 2-3 mois après, donc si on dépassait la campagne de juillet, ça faisait vraiment beaucoup trop tard. Et donc on a fait une campagne en juillet de 4 semaines sur KissKissBankBank, et qui a été je la qualifie très honnêtement de ni fantastique succès ni d'échec, évidemment, compte tenu de tous ces contextes-là. Et on a vendu 150 pièces, on avait un objectif à 100, et sachant que c'est des produits qui sont mis haut de gamme, et que j'ai pas essayé de vendre un premier produit
très bas prix, donc c'était des prix moyens assez élevés et on a trouvé une écoute assez concluante pendant cette campagne. Et donc les produits ont été livrés fin septembre, début octobre, jusqu'à fin octobre pour les shorts qui ont été un peu décalés. D'accord. Et donc, t'as commencé à avoir des retours clients sur ces produits, du coup? Ouais, et ça c'est alors aussi parce que je te l'expliquais, je suis passionné de produits et que j'y ai mis Oui. beaucoup de cœur pour les faire bien, le mieux que je pouvais. Mais c'est vrai que la satisfaction des premiers clients est super importante parce que quand tu commences avec 4 produits, parce que c'est le cas de t-shirts, de shorts hommes et femmes, le retour des premiers clients est primordial pour la confiance, pour la confiance pour la mienne, mais pour la confiance des futurs clients intéressés. Et le retour est au-dessus de ce que j'imaginais. Donc j'ai vraiment eu pour l'anecdote même des copains qui avaient acheté la tenue parce que c'est mes copains et qui m'ont dit honnêtement, je te le dis maintenant, mais j'ai voulu te faire plaisir, mais les produits sont vraiment étonnants, de douceur, de confort, de tenue, de qualité. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment une super base pour construire la notoriété puis le crédit de la marque, parce qu'il y a évidemment encore beaucoup d'étapes pour s'installer sur le marché comme un acteur important. Oui. Et je vois aussi que t'as trouvé un ambassadeur, voilà, Stéphane Toureau, qui est vice-champion du monde d'apnée et qui est membre de l'équipe de France. Comment t'es allé le chercher? En plus, il est quand même assez engagé. Oui. C'est vrai que du coup, pour préparer notre entretien, tu m'avais envoyé ton dossier de presse et bon après je regardais un petit peu voilà ce que j'aime beaucoup le sport et tout, mais c'est vrai que l'apnée c'était pas forcément le milieu dont on parle le plus et tout. Et en fait, c'est quand même quelqu'un qui est hyper engagé sur la défense de l'environnement. Donc comment vous êtes rencontrés? En fait, on s'est rencontrés par l'intermédiaire de mon photographe. Donc le photographe qui est lui-même le fils d'une amie. Voilà, je l'ai rencontré parce que je trouvais qu'il faisait des choses bien et il a fait notre shoot photo et dans la discussion de notre shoot photo, il m'a dit que il connaissait Stéphane Toureau. Il m'a montré même des photos parce qu'il photographiait pour lui. Ouais. Et du coup, j'ai creusé qui était Stéphane Toureau. J'ai vu, comme tu l'as dit, ses engagements. Et pour moi, c'était vraiment aussi une rupture par rapport à ce que j'ai fait avant, parce que dans toutes les marques dans lesquelles j'étais, on a investi beaucoup d'argent dans le sponsoring et le sponsoring était basé que sur des relations, souvent sur des relations retour sur investissement, etc. Donc c'était quand même très très contractuel. Et quand j'ai créé ma marque, je me suis dit le jour où je prends des ambassadeurs, le critère en dehors du fait qu'on s'entende bien, parce que c'est à taille très humaine et il faut qu'on puisse bien communiquer, mais je prendrai je solliciterai quelqu'un qui a des valeurs proches de la marque. Voilà, c'était indispensable que ce soit quelqu'un de authentiquement engagé pour la préservation de la planète et pas qui se soit inventé une image greenwashing qui est tendance en ce moment. Ouais. Donc et Stéphane, ça a été vraiment le cas, c'est-à-dire que c'est vraiment le cas, c'est quelqu'un qui est très cash, qui est très spontané et aussi qui est très fidèle à ses valeurs. Et aussi dernière chose, c'est que je pensais que ça serait plus sain et plus spontané aussi, authentique de travailler avec un ambassadeur qui soit pas automatiquement un champion du sport que des produits que je vends. C'est-à-dire que voilà, aller sponsoriser, en dehors du fait que je pourrais certainement pas me les offrir entre guillemets, un grand athlète de marathon ou un cycliste, puisque je prévois aussi de faire des produits pour le vélo. Là, c'était plus de dire il a besoin de produits très techniques. C'est un sportif de haut niveau qui s'entraîne beaucoup parce qu'ils font beaucoup d'entraînement physique. C'est pas automatiquement connu les apnéistes et il a besoin de produits hautement techniques. Donc voilà, donc la côté produit était justifié, mais surtout, j'allais dire au moins aussi important, le fait qu'il était engagé pour la préservation de la planète et qu'il faisait des actions très concrètes pour ça, quoi. Ouais. Et je voudrais aussi revenir sur un point avec toi parce que c'est vrai que t'as quand même occupé des fonctions où j'imagine que ton salaire devait être assez sympa. Comment
comment tu gères finalement ce passage en fait à l'entrepreneuriat avec forcément des niveaux de revenus qui ont rien à voir. Comment, à quel point ça peut peser dans la balance. Enfin, je veux dire, t'as des enfants qui sont ados, donc voilà, comment t'as géré cet aspect-là? Non, mais c'est une très bonne question parce que c'est sûrement ce qui a été le plus difficile dans la décision de devenir entrepreneur, enfin de franchir le pas. Ça a été la notion de responsabilité et aussi de la question financière. En fait, plusieurs réponses. La première, c'est que en termes de décision, c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup échangé avec mon épouse et voilà qu'elle a comprise avec le temps et elle a compris que c'était quelque chose d'important pour moi et elle me soutient complètement. Donc ça c'est aussi très important clairement. La partie financière, j'ai eu l'avantage, comme tu l'as dit, d'avoir de très longues années de très bonnes rémunérations et ça m'a permis d'économiser un peu d'argent clairement et de me permettre de me laisser un peu le temps à la fois d'investir et de passer à ne pas me rémunérer même si évidemment ça durera pas 10 ans comme ça et le dernier aspect on le dit pas assez souvent mais c'est Pôle emploi Oui. on dit que c'est le premier financeur des startups en France mais c'est vrai hein, et moi qui ai beaucoup voyagé qui connaît beaucoup qui connaît bien les fonctionnements de plein d'autres pays on s'en rend pas assez compte de la chance qu'on a parce que je le prends comme ça hein, c'est une vraie chance et donc donc je suis encore pendant un an soutenu par Pôle emploi, c'est comme ça que je le présente et ça m'aide à franchir voilà, j'espère faire la transition pour après pouvoir être complètement autonome et indépendant financièrement à la fin de cette période. Oui, mais c'est vrai que ça ces fameuses 2 années qui permettent voilà de se lancer. Et j'ai plusieurs invités du podcast qui voilà ont parlé de ça et du fait que c'était quand même vraiment un atout, en tout cas un filet de sécurité Oui. quand tu te lances et que forcément voilà les 2 premières années entre le moment où tu crées tu fais ton projet, tu commences à vendre des produits, souvent c'est quoi? 9-10 mois après après Exactement, la ça, création. ouais. Et puis après, faut le temps de se faire connaître, d'installer une marque, un univers, d'aller trouver des clients, de communiquer. Parce qu'il faut, toi, même moi, je vois avec le podcast l'énergie qu'il faut investir en communication. C'est quand même assez, c'est énorme, quoi. Parce que tu vois, on peut parler ensemble un peu des réseaux sociaux. Je trouve à la fois super parce que ça t'ouvre une fenêtre sur tes futurs clients, mais qui demande un temps colossal en termes d'investissement pour avoir un contenu qui soit cohérent et pour arriver à générer en fait de l'audience et puis de l'intérêt, quoi. Non, mais c'est clair. En fait, je pense que la plus grosse difficulté, c'était évident, mais je le reprécise. Je suis parti tout seul en tant qu'actionnaire, c'est une chose, mais en tant qu'opérationnel à 100%. Même si j'ai des gens autour de moi qui travaillent en part-time, freelance, qui m'aident. Mais ça rend la tâche encore plus compliquée. C'est-à-dire que il faut arriver en gros, à subdiviser une journée. Là, je me faisais la réflexion que ça fait je sais pas combien de week-ends. En fait, j'ai pas arrêté depuis plusieurs mois en fait, à part des demi-journées de temps en temps. Et donc on a besoin il faut diviser son temps dans toutes ces fonctions dont tu parles, tous ces leviers d'action qui sont pas illimités, mais les leviers d'action sont nombreux et on n'arrive jamais à tout faire. Donc il faut vraiment y aller droit au but, et on sait pas tout faire non plus. Enfin, c'est ce qui est encore l'autre complexité. Donc à la fois en essayant en me faisant aider par des spécialistes et en essayant d'optimiser mon temps et être le plus efficace possible, j'avance comme ça. Maintenant, idéalement, je le dis souvent, c'est pas un regret parce que c'est comme ça et je pense que j'ai pas mal cherché un associé au départ, plus sur les métiers digital marketing ou voilà acquisition, voire réseaux sociaux, enfin presque entre guillemets un couteau suisse digital marketing et que j'ai pas trouvé malgré des rencontres, mais ça s'est jamais fait. Et c'est peut-être, on n'en est pas à les questions des regrets, mais s'il y a en tout cas si je devais refaire, je refais tout pareil, sauf le fait peut-être d'avoir un associé qui, voilà, c'est quand même, je pense,
beaucoup plus confortable et agréable d'être à deux, au moins à deux, pour partir de zéro, quoi. Voilà. Ouais, c'est sûr. Et du coup, est-ce que tu as rejoint un incubateur ou est-ce que tu fais partie de réseaux d'entrepreneurs justement pour pas être seul face à ton projet? Ouais, bah alors j'ai bien butiné. Alors j'ai fait un incubateur pendant avant de lancer la boîte, donc un an avant. J'ai Ouais. eu 3 mois, je me suis arrêté à l'EM Lyon. Donc il y a un programme qui s'appelle Digital Booster. Donc c'était un incubateur sous forme de une semaine par mois pendant 3 mois. Voilà, c'était entre guillemets à durée déterminée. Oui. Donc c'était l'époque où ça m'a pas mal appris à affiner le business plan. Mais depuis que j'ai vraiment lancé la boîte, je suis inscrit dans des coworking et j'ai changé 2-3 fois, sans trouver jusqu'à maintenant, voilà, la vraie structure qui me permettrait de m'imaginer durablement, voilà, là où je suis. Je commence à peine à me renseigner sur par exemple Réseau Entreprendre ou ce genre Oui. de cadre qui permettrait peut-être aussi de me permettre de rencontrer des potentiels associés. Enfin voilà, il y a Mhm. plein de pistes. Mais à côté de ça, je sollicite beaucoup. J'ai beaucoup d'échanges avec pas mal de gens. J'hésite pas à répondre aux sollicitations, mais aussi à solliciter des gens que je trouve intéressants ou avec qui ça me ferait plaisir d'échanger. Donc voilà, je suis pas du tout dans ma bulle ou dans ma caverne, mais le fait est que voilà, je suis seul tout le temps pour prendre les joies et les difficultés de la boîte. Donc voilà, c'est juste ça se gère, mais c'est vrai que euh, avec le recul, l'année de recul, je pense que c'est mieux de le faire à deux, quoi. Oui. Ouais, quand c'est possible, c'est vrai Ouais. que ça permet d'avoir un petit peu de relais ou quelqu'un sur qui se Oui, reposer, c'est en ça. tout cas, par moment, faut dire de souffler un peu. Et donc pour le moment, donc il y a 5 produits, si je dis pas de bêtises, les 2 shorts, les t-shirts, enfin short homme, short femme, t-shirt homme et t-shirt femme, donc à la fois pour running et fitness, plus un tour de cou, j'ai vu, c'est Oui. ça, si je dis pas de bêtises. Donc pour toi, c'est quoi les prochaines étapes? Comment tu Alors, vois la suite? en fait, j'ai une liste assez, enfin préliminaire, mais qui est déjà assez remplie de produits essentiels. Donc c'est vraiment une des bases de la promesse, c'est de faire des produits qui soient vraiment utiles et indispensables pour la pratique. Donc il y a le pendant long de ce que j'ai fait pour l'été, donc Oui. qui sera du coup, j'avais l'ambition de les lancer en précommande pour l'automne là, mais j'ai pris du retard et donc j'ai décidé de les décaler au printemps prochain. Donc au printemps prochain, je lancerai en précommande les pendants hiver, donc leggings et hauts manches longues. Oui. D'ici là, je vais développer. En fait, je me suis rendu compte qu'en discutant avec ma communauté, etc., que évidemment, c'est une marque engagée à laquelle on adhère aussi, enfin aussi par ses valeurs, par ses produits, mais par ses valeurs, pour ses valeurs. Et en fait, je vais proposer des t-shirts et des sweatshirts, des hoodies qui soient plus sportswear, mais qui quelque part soient un peu les porte-drapeaux des engagements de la marque. Alors Mmh. tout en étant dans le positionnement de la marque, hein, il y aura pas un gros offer sport criard fluo au milieu, mais voilà, ça restera élégant et voilà, éco-responsable, etc. évidemment. Mais donc je travaille sur 2 produits qui pourraient être plus universels, pas automatiquement dans la pratique technique du sport, mais en dehors. Et après, j'ai les projets, si je les liste, hein, c'est faire des vestes. Alors, j'ai 2 types de vestes, un peu multisport, vélo, running, anti-pluie et plus pour l'hiver, thermique. Et après, j'ai aussi une liste de produits sur le vélo. Mmh. Donc, les essentiels du vélo, les cuissards, maillot manches courtes, maillot manches longs, cuissards longs. Voilà, ça viendra sûrement. Enfin, oui, c'est quasiment certain. 2000, fin 2021, début 2022. Mais là, ma priorité, c'est vraiment de faire connaître la marque et de faire vivre les premiers produits
à des passionnés qui seraient intéressés par le faire, qui se posent ces questions-là, pour après avoir une base de communauté plus forte et pouvoir enchaîner sur d'autres produits et le plus fréquemment possible après, tout en restant dans le positionnement essentiel de la marque. Oui, c'est clair. Et du coup, pour la vente de tes produits, donc tu as le site internet, est-ce que ton objectif c'est de trouver des revendeurs, de créer un réseau de revendeurs, ou tu veux, c'est quoi, comment tu vois les choses pour la Je suis distribution? vraiment parti sur une logique de direct to consumer dès le départ. Oui, Et j'ai d'ailleurs établi mon markup, enfin ma marge sur le fait de vendre en direct. Donc, mais ce que j'ai déjà ouvert, puisque c'est en même temps une news parce que ça s'est passé il y a 2 jours, j'ai échangé avec une marketplace qui est spécialisée dans les produits sport éco-responsables, qui s'appelle Made d'accord. Nature. Oui, Madenature.com, et en fait bah voilà, c'est live depuis 2 jours, les produits sont vendus sur cette marketplace. L'intérêt c'est que ça reste pour moi du direct to consumer, parce qu'en fait la marketplace facilite la mise en relation entre la marque et les consommateurs, et apporte une clientèle, une communauté différente, mais voilà, c'est quelque part à ce stade, c'est l'écart, si je peux dire comme ça, c'est pas négatif, mais que j'accepte par rapport à ma stratégie direct to consumer. Et je dirais que s'il doit y avoir des initiatives de présence dans des réseaux plus traditionnels intermédiaires aux vendeurs, ça sera plus dans une logique de développement, enfin de notoriété de la marque et presque d'investissement marketing, plutôt que de développer un canal de distribution qui soit majeur dans ma répartition de vente, quoi. Voilà. L'idée c'est oui. vraiment de quand même faire du site le lieu de la communauté. Alors certes, où ils peuvent acheter des produits, mais j'ai aussi des projets de blog, etc. Enfin voilà, d'endroits où on échange. D'avoir un contenu un peu Oui, c'est ça. au-delà des seuls produits sur le site. Ok, super. Et donc du coup, comme tu disais que tu étais vraiment consacré à fond à ton projet, est-ce que tu arrives encore à trouver un petit peu de temps pour toi, pour faire du sport? Oui, bah alors ça a toujours été indispensable. Alors j'en ai fait longtemps en compétition, après moins, voilà. Mais dans ma gestion du stress, alors ça c'est un peu évident parce que beaucoup de gens disent que le sport leur permet de déstresser, et de se relaxer. Donc c'est vrai pour moi aussi, évidemment. Mais alors ce qui est assez peut-être un peu plus original entre guillemets, c'est que le fait que quand je fais du sport, je suis jamais autant créatif et je prends jamais autant de recul que quand je fais du sport. C'est-à-dire que je pense que ça doit être un vrai phénomène chimique qui se passe. Mais en fait, je reviens très souvent après un footing ou après une sortie en vélo avec des idées très claires sur un problème que j'arrivais pas à résoudre, ou alors je trouve de nouvelles idées sur les activations, sur des produits voilà que je ne trouve que dans ces conditions-là. Donc c'est quelque part c'est win-win. Enfin, c'est que il y a que du bénéfice à en faire, parce que ça me fait du bien physiquement et ça m'apporte aussi des vrais bénéfices presque professionnels. Donc oui, j'en fais, j'essaye d'en faire le matin avant de commencer ma journée, parce que ça me met bien. Oui. Je fais 2-3 footings, des fois 4 par semaine. Voilà, ça suffit pour m'entretenir et pour me faire me sentir bien. Génial. Et pour reparler un peu de ton expérience d'avant ta vie d'entrepreneur, qu'est-ce que tu sens que ça t'a apporté pour maintenant? Enfin, c'est quoi les points clés où tu penses, tu sens que tu peux t'appuyer dessus pour faire réussir ton projet aussi? Alors, alors c'est la première chose qui me vient à l'esprit, c'est pas vraiment pour faire réussir mon projet, mais si ça va jouer, c'est que j'ai tellement fait quasiment que ce que je voulais pendant 20 ans, que j'ai un peu l'impression d'avoir accompli une partie de ma vie professionnelle, et je le prends pas comme quelque chose de j'ai pas mes galons, c'est pas le problème, mais à titre personnel, et c'est très intime, mais je sais qu'il y a des choses que j'ai déjà prouvées, que j'ai déjà faites, et c'est déjà apaisant par rapport à ce nouveau challenge, qui en est un en tant que tel. Mais voilà, le fait d'avoir déjà accompli des choses bien, ça me conforte, ça m'apaise dans
la nouvelle démarche. Et plus concrètement, je dirais c'est quand même le recul sur la gestion du stress, la gestion des priorités, arriver à être synthétique quand j'ai un sujet à traiter ou plusieurs sujets en même temps, faire des choix, savoir décider. Ça c'est savoir décider, c'est vraiment une qualité. Enfin, je dis pas que je l'exerce parfaitement, mais c'est que je l'ai parfaitement, mais c'est une qualité qui est essentielle quand tu gères des organisations compliquées, et c'est aussi une qualité qui est essentielle quand tu es tout seul dans une startup, quoi. Voilà. Donc c'est pas les mêmes genres de décisions, mais ça fait aussi la différence de savoir le faire. Donc voilà, principalement ça. Après, j'espère que parce que c'est vraiment mon souhait, ça c'est quelque chose qui me manque et qui me manquerait si ça devait pas se passer, c'est le fait de mon expérience et mes compétences en management. Ça c'est vraiment quelque chose que je tarde à vouloir mettre en pratique dans ma propre société, et c'est une expérience que j'ai forte et longue du passé. Oui, parce que du coup pour le moment, toi il y a juste toi et tu t'entoures en fait de ponctuellement finalement de spécialistes dans leur domaine pour t'accompagner au gré des étapes en fait. Oui, exactement. Ouais. Ok, ça marche. Écoute, je trouve ça. Tu vois, moi je suis toujours ébahie parce que moi-même je suis salariée et que voilà, j'ai pas. Bon, après je sais pas, peut-être qu'un jour les choses changeront et que je serai cap de l'entrepreneuriat aussi, mais tu vois, je trouve ça toujours assez fabuleux de se dire bon allez, je tente et puis bon j'aurais pas de regrets, j'aurais tenté quelque chose et c'est que du plus finalement tout ce qui se passera après, ça n'enlève pas le fait que parfois il y a des moments qui soient compliqués, mais je trouve ça génial. En plus toi tu dis que au niveau du capital c'est encore juste toi. Est-ce que tu as une volonté d'ouvrir par la suite, ou tu veux vraiment pour le moment rester un peu seul maître à bord de The Faire Sport? Ouais, je pense que j'ouvrirai. Par contre, je suis vraiment attaché au fait que je pense qu'une des raisons du succès, si ça doit être un succès, ça se fondera sur une certaine autonomie et liberté de décider. Alors ça veut pas dire qu'il y aura pas des gens avec moi pour décider, mais le schéma de rentrer, j'en suis pas du tout là, mais de rentrer avec des fonds au capital ou voilà, ce genre d'investisseurs capitalistiques. C'est pas trop dans l'ADN de mon entreprise. Maintenant qu'il y ait la Love Money, qu'il y ait des business angels qui investissent à un moment donné, pourquoi pas, et ça peut être même bénéfique. Mais voilà, c'est plutôt l'optique que j'ai. D'accord, super. Et puis je vois que tu vois le petit chronomètre tourne et et le temps passe des fois toujours un peu trop vite à mon goût. Mais et donc je voudrais te poser les quelques questions rituelles du podcast. Oui. Donc ce podcast s'appelle La Boussole, et pour moi la boussole, au-delà du Nord et de la région du Nord et du Nord de la France, et ça donne aussi une direction et surtout une voie à suivre. Et toi, si tu voulais faire passer un message, qu'est-ce que tu voudrais dire? Ouais, je pense que ce qui me semble important aussi au regard de mon expérience passée, mais de ce que je fais maintenant, c'est vraiment de jamais être infidèle à ce qui nous fait avancer. C'est très large, mais je veux faire le parallèle avec. On parle beaucoup maintenant d'entreprise à mission. Alors c'est très lié aux problèmes environnementaux et sociétaux, mais peut-être qu'on peut aussi se faire un parallèle avec le parcours personnel, c'est-à-dire que je pense que c'est important de suivre un parcours à mission, si je peux dire, si on peut l'expression. Ça veut dire que quel que soit l'âge, le contexte, on doit faire en sorte que ça reste le driver de notre parcours, et que parce que c'est ça qui nous fera avancer, et qui surtout nous permettra d'être heureux, parce que finalement j'arrive vraiment à avoir assez de recul pour me dire que ce qui est argent, prestige d'une entreprise ou le titre d'un poste, ça, combien de fois j'ai dû, même quand j'étais dirigeant avant, expliquer à certaines personnes que c'était un détail, le titre, mais que mais voilà, toutes ces problématiques là, laissez-les de côté, mais par contre ne soyez jamais infidèles à
à ce que vous avez dans les tripes, quoi. Et ça vous suivra toute votre vie, votre carrière. Voilà. Et c'est peut-être ça la philosophie que je tire de mon expérience. Et est-ce que tu as des rituels dans ta semaine? Donc tu disais tu vas courir le matin avant de commencer ta journée. Est-ce que tu as peut-être des rituels en famille qui sont importants pour toi, des moments importants dans ta semaine? Ouais, voilà, à part personnel, donc c'est sport. Après, famille, alors donc comme j'ai dit, on a 2 adolescents qui ont 16 et 14 ans. Ouais. Et en fait, c'est un plaisir tout simple, c'est essayer de passer un temps à 4 le soir au dîner, hein, autour du dîner. On a tous des emplois du temps, que ce soit les devoirs des enfants, mon épouse qui aussi fait pas mal de travail à la maison pour son travail d'enseignant, et moi évidemment. On essaye quand même de se réserver du temps au dîner pour se retrouver, voilà, c'est un moment de un fil conducteur qui est régénérateur et très important pour moi. Et enfin, moi, tu vois, je suis une grande lectrice, donc je sais pas si tu as quelques livres à conseiller, à la fois, ça peut être des romans ou plus business, hein, c'est comme tu veux. Ouais, alors j'ai pensé à un livre qui m'a beaucoup marqué, qui est alors ça va faire le lien avec ma passion d'adolescent qui était le tennis, et le livre qui s'appelle Open de André Agassi. En fait, il a quelques années maintenant, mais il a écrit sa biographie, c'est une autobiographie, et c'est super parce que même quand on connaît pas le tennis, André Agassi, c'est un champion qui était vraiment singulier dans sa vie et dans son look, etc. Et il rentre vraiment dans une intimité qu'on suspectait pas, qu'on peut pas suspecter, et il raconte vraiment voilà, la façon dont la relation qu'il avait à l'entraînement, au succès, etc. Il dit en fait qu'il a jamais aimé le tennis, enfin, voilà, des choses aussi surprenantes que ça. Donc je trouve qu'en termes de parcours de vie et expérience de vie, c'est enrichissant de le lire. Après j'ai 2 autres livres, un très classique parce que c'est Le Horla de Guy de Maupassant, Oui. alors qui est, je le cite parce que ça fait un peu voilà, vieille littérature, mais c'est le livre qui m'a fait découvrir un peu, enfin m'a fait apprécier la littérature au lycée. J'ai vu plusieurs pièces après, etc. Et récemment, j'ai lu un livre que je conseille de Laurent Muvinier qui s'appelle Histoire de la nuit, qui est sorti il y a même pas un mois, qui est un thriller psychologique, voilà, huis clos, etc. Voilà. D'accord. Et enfin, est-ce que tu aurais un invité ou des invités à me recommander ou que tu voudrais entendre dans ce podcast? Ouais, bien sûr. Il y en a un en particulier que je pense qui s'appelle Arnaud Barboteau, et c'est le fondateur d'une marque de sneakers éco-responsable qui s'appelle OTH. Et en fait, Arnaud, je l'ai rencontré sur un salon éco-responsable, etc. Il était exposant, et il a commencé bien plus tôt que moi, hein. Il a commencé alors, je sais plus, 2-3 ans. Si tu l'invites, il te reprécisera. Mais en fait, je voudrais l'inviter parce que je trouve que sa marque et sa démarche demandent vraiment à être connu, parce que en fait il recycle, enfin il fabrique des sneakers à base de pneus recyclés, et D'accord. et ses chaussures sont vraiment super. Enfin, voilà, les produits sont super. Moi je les utilise, c'est les chaussures que je mets tous les jours. Et dernier truc, Arnaud m'a beaucoup aidé. Il m'a donné pas mal de conseils et puis de contacts de gens avec qui je travaille maintenant. Voilà, je parlais des gens qui m'aidaient sur des fonctions précises. Il y en a quelques personnes qui viennent des conseils d'Arnaud, et voilà, donc je pense à lui en premier lieu. Ok, super. Merci beaucoup, Olivier. Je mettrai dans les notes de l'épisode le lien vers le site de The Fair Sport. Et puis, en tout cas, j'étais vraiment ravie d'échanger avec toi. Merci Claire, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les ouvrages et les initiatives évoquées pendant notre conversation. Si vous souhaitez me contacter ou échanger sur le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à laboussolepodcast, tout en minuscules, tout attaché, @gmail.com. Je vous remercie et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de La Boussole.